On ouvre la première partie de ce 21-23 avec un autre débat très polémique de la prostitution. On commence par la drogue, puisque je vous le disais dans les titres, c'est une bascule certainement tristement historique pour la société française. Mais aujourd'hui, eh bien, la cocaïne est devenue la première drogue de France en termes de valeur, c'est-à-dire en termes de flux financiers devant le cannabis. On va en parler. Pourquoi cela ne marche toujours pas après des décennies de prévention aussi, mais évidemment de répression. La France est-elle dans un déni ? Faut-il aussi rouvrir le débat sur la dépénalisation de toutes les drogues, y compris peut-être de la cocaïne ? Vous l'avez compris, débat polémique. On va en parler sur notre plateau avec vous, Anne Souiris. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice écologiste de Paris. Vous avez déposé une proposition de loi relative à la dépénalisation de l'usage de drogue pour mieux soigner les personnes dépendantes et apaiser l'espace public. William Lovenstein, bonsoir. Vous êtes médecin interniste et addictologue. Et puis Frédéric Saliba, bonsoir. Vous êtes journaliste, auteur de Cartel, voyage au pays des narcos aux éditions du Rocher, parce qu'évidemment, on va aussi parler de tous ces réseaux, de cette mafia absolument tentaculaire et mondiale. Et on ira aussi en Amérique latine. On va ouvrir ce débat et tout de suite, comme on l'a déjà fait sur ce plateau pour d'autres occasions, on va évidemment rappeler à nos téléspectateurs, il ne s'agit pas de faire un débat pour ou contre la drogue, pour ou contre la cocaïne. On a eu la même chose sur le tabac, sur le cannabis. La cocaïne, évidemment, c'est nocif pour la société, c'est nocif pour la santé. Donc on ne fait pas ce débat-là. Mais on va faire le débat pragmatique de où en est-on après, je vous le disais, des décennies de lutte contre les drogues et qui, objectivement, semble mener en tout cas à une impasse puisqu'on s'en sort toujours pas. Faut-il changer notre réflexion, notre logiciel là-dessus ? En tout cas, on va repartir, on va ouvrir ce débat en images avec ce reportage qui date de l'an dernier d'Odile Longueval, mais qui décrit bien ce qui est en train de se passer. La cocaïne présente dans tous les milieux de France, dans toutes les catégories socio-professionnelles, dans toutes les zones géographiques. Vous allez voir, on va vraiment en campagne dans les zones rurales et on va voir que là-bas aussi, évidemment, la cocaïne est en pleine explosion. On regarde ce reportage et on en parle juste après. Entre ces murs, à l'abri des regards, cet homme que nous appellerons Laurent consomme de la cocaïne et de l'héroïne. Il y a encore quelques mois, c'était jusqu'à 10 grammes par jour. À 44 ans, il vit dans une petite commune près de Saumur. Sa vie a basculé après son divorce. J'étais un fou du boulot et du jour au lendemain, quand tu perds la femme, les enfants, la maison, c'est dur de remonter. Dans cette zone rurale, la drogue est devenue moins chère. 50 € le gramme de cocaïne contre 120 avant, selon lui. Elle est aussi plus accessible. Tu sais, comme si tu vas au magasin, c'est pareil. Hein. Le Super U, il a à 2 km, la drogue, elle est plus près que ça. Mais les campagnes, elles en sont remplies, hein, bien plus qu'on ne croit. Hein. Laurent affirme avoir été lui-même dealer. Une petite main pour des têtes de réseau, venus se mettre au vert, dit-il. Les grossistes se sont mis dans les campagnes pour être discrets, pour pas que ça se voie, faire leur trafic. Comme ça. Et c'est comme ça que ça a pris de l'ampleur dans les campagnes. On te donne 10 000 € pour faire un voyage, plus que la consommation que tu fais. La facilité à se fournir, nous la constatons nous-mêmes sur place. Une recherche rapide sur une messagerie cryptée nous dirige vers cette annonce. On nous propose une vente de cocaïne rapide et discrète. Frédéric Saliba, vous avez travaillé depuis des années sur tous ces réseaux de la drogue, aussi bien à l'étranger, en Amérique latine, mais depuis 3 ans, vous travaillez quasiment exclusivement sur ce qui se passe en France. Est-ce que cette bascule, aujourd'hui, ce soir, la cocaïne devient la première drogue de France en termes de valeur, est-ce que ça vous surprend ou est-ce que vous le voyez arriver ? Non, on le voyait arriver. D'abord, vous avez une explosion de la production, justement en Amérique latine, en fait, en Colombie particulièrement, mais aussi au Pérou, en Bolivie, là où la cocaïne est le plus produite. Donc vous avez une explosion de la production. Parallèlement, vous avez une explosion de la consommation. En Europe et spécialement en France. Justement, on en parlera de différentes catégories qui autrefois étaient beaucoup moins touchées. Et pourquoi aussi ? Parce que il y a, et c'est pour ça qu'on parle de phase de cartélisation, c'est-à-dire qu'il y a des accords sur les prix et que les prix baissent. Alors dans votre reportage, vous parlez de 50 € le gramme, on est plutôt autour de 58 € à peu près en moyenne le gramme. Mais en effet, il y a des remises, il y a des plans marketing. Les dealers sont très bons pour conquérir le marché. Parce que c'est la concurrence. Donc entre différents groupes, cartels,
eh ben, c'est à qui aura le meilleur rapport Alors, qualité-prix, c'est ça? Oui, vous avez de la concurrence, en effet, vous avez de la violence quand il y a une concurrence frontale, mais il y a aussi des accords. Il faut comprendre que, en effet, on parle toujours de cartel de la drogue comme étant une unité totale. Non, c'est beaucoup plus fluctuant. Et il y a des accords, en tout cas, qui sont faits sur les prix. Il y a une saturation du marché américain, et donc les cartels latinos, et notamment les cartels mexicains, qui ont pris pied en Amérique latine, sur tout le continent, ont des vues sur l'Europe. Et ils ont fait des promos comme ça, ils ont envoyé des quantités de cocaïne énormes, ils ont passé des accords avec les cartels notamment italiens, espagnols, mais aussi des Pays-Bas et belges. Et vous avez les gangs français, le crime organisé français qui aussi prend de l'importance. Pourquoi ? Parce que la cocaïne est vendue beaucoup plus cher que le hashish et la marijuana, que vous avez la possibilité de multiplier presque par 1000% l'investissement que vous faites dans le pays producteur. Et donc, il y a une rentabilité absolument gigantesque. Et là-dessus, vous avez, comme je vous disais, un marché qui est en train de s'ouvrir, mais de manière massive. Et il faut quand même rappeler que cocaïne et cannabis, aujourd'hui, c'est à peu près 90% de la consommation. Donc, les Français consomment particulièrement, toujours du cannabis, mais de plus en plus de cocaïne. William Lovenstein, avant qu'on arrive sur le volet politique, je le fais dans cet ordre-là, parce que d'abord, je vous disais, je rappelais à nos téléspectateurs, on ne va pas faire évidemment le débat sur la drogue, c'est bien ou c'est mal. Évidemment, juste ce préalable, vous êtes médecin, la cocaïne, quels dégâts ça provoque sur le corps humain, mais aussi pourquoi ça a un tel succès. Là, on va sur sur le mal-être de nos sociétés, peut-être sur la psychologie, la psychiatrie. Ouais, sur l'économie, ça a été rappelé, etc. On a vu vraiment glisser les usages de cocaïne à partir de la fin des années 90. Ça sortait du ghetto doré. Il y avait quelques poches, on va dire, artistiques, golden boys, banquiers, voire avocats, qui étaient assez spécifiques. Et ensuite, on va dire vraiment à partir des années 2000, on a vu, j'aime pas dire se démocratiser, on a vu l'usage se diffuser. Aussi bien, j'ai envie de dire, dans les campagnes, les villes, que les classes socio-professionnelles diverses. On a vu des exemples dans nos reportages, Voilà. des agriculteurs, des aides-soignants. Le boulanger qui commence à bosser à 3 heures, vraiment le travailleur de Rungis qui se cogne des journées pas possibles. On avait l'impression, si vous voulez, d'une diffusion d'un produit dopant, d'ailleurs plus que festif. Et puis petit à petit, on a vu au fond que ça touchait absolument tout le monde, y compris sur le plan festif, y compris sur l'association qu'on évoque peu en France avec l'hyperactivité sexuelle. C'est-à-dire que alcool plus cocaïne et hyperactivité sexuelle étaient des motifs de consultation fréquents. Ça, c'est à partir des années 2010. Et manifestement, les personnes, et là je vais venir à la question sanitaire initiale, étaient très peu informés des risques parce que c'était considéré comme une drogue paillette. Et je me souviens même d'un avocat qui me disait « Moi, je viens de Strasbourg à Paris pour réussir. Qu'est-ce qu'il faut ?» Alors, il faut avoir, très machiste, une maîtresse et prendre de la cocaïne. C'était un titre, entre guillemets, de gloire, donc une drogue paillette. Et quand on commençait à dire, alors attention, depuis des années aux États-Unis, le principal motif pour les drogues de venue aux urgences, c'est pas l'héroïne, c'est la cocaïne. Là, on est dans les années 2000-2010. La personne dit, mais qu'est-ce que ça peut donner comme problème ? Ça troue juste la cloison nasale, ça donne... Ah oui, ça donne des problèmes cardiaques graves, des troubles du rythme, des infarctus, mais aussi des accidents vasculaires cérébraux. Vous voulez vraiment faire une paralysie à cause de la vasoconstriction et une hypertension artérielle là-haut à 25, 26, 27 cm de mercure en systolique, des insuffisances rénales graves dont on parle très peu. Et là, tout le monde dit « Non, vous exagérez, là, c'est pour nous faire peur ». Et petit à petit, les urgences, qui communiquent peu, et on communique pas assez, me semble-t-il, sur le sujet en France, ont vu arriver ces infarctus, ces accidents vasculaires cérébraux chez les gens jeunes, ces insuffisances rénales aiguës sévères chez des gens jeunes, sans que pour ça, un peu comme pour la sécurité routière, vous voyez, on ait une diffusion des messages. Et là, bon... cocaïne, ça y est, c'est banalisé et les personnes, me semble-t-il, ne sont toujours pas suffisamment informées des risques.
y compris du côté fausse pub de la substance. C'est-à-dire qu'il y a des fonctions positives initiales dans toutes les drogues et surtout dans la cocaïne. Donc la fausse pub initiale, c'est plus d'énergie, c'est plus d'euphorie, c'est une mégalomanie. On dit beaucoup la confiance en soi. Intimide et capable avant de faire un oral, un concours, comme on le dit, ça permet de bouffer de l'autre, y compris pour un chanteur timide qui va conquérir Bercy. Je vous donne un exemple, ou un avocat qui va devoir plaider. Donc c'est quelque chose qui a, comme toutes les drogues, des fonctions positives initiales dont on doit se méfier, parce qu'elles sont fausses pubs, et bien sûr, au bout de quelques mois, quelques années, assez rapidement par rapport à d'autres drogues, elles vont reprendre, enfin, les cocaïnes et dérivés vont reprendre d'une main ce qu'elles avaient donné de l'autre. Cette euphorie, cette force, ça va être, dans le reportage, vous voyez, cette rétraction totale, paranoïaque, avec de plus en plus une réduction de vie. Et pour le dire comme ça, pour avoir beaucoup traité de patients héroïnomanes, ce qui m'avait frappé avec la coke, dans le relais, si j'ose dire, des suivis, c'était de voir qu'un cocaïnomane était capable de foutre en l'air en 1 année, 2 ans sa vie, alors qu'il ne l'avait pas fichu en l'air, parfois pendant 10 ans ou 15 ans avec l'héroïne. C'est une drogue d'une violence socio-professionnelle en France. Amérique du Sud, c'est un peu différent. Ils ont pris l'habitude, si j'ose dire. Ils l'ont civilisé. C'est une drogue d'une violence et d'une fausse pub terrible. Donc l'information s'impose au moins, j'ai envie de dire, pour limiter la casse, parce que je ne me fais pas d'illusions sur ce que vous avez rapporté. C'est un peu David et Goliath, on a le droit d'y croire. Mais réduire les risques et limiter la casse, ça, on peut faire. Anne Swieris, on arrive aux politiques. On l'avait déjà dit quand on vous avait reçu sur le cannabis. Je le redis avant que vous nous expliquiez. On ne va pas être dans la caricature ou dans le simplisme. Vous avez déposé une proposition de loi. C'est pas pour dire, encore une fois, la drogue c'est bien. Laissons tout le monde consommer toutes les drogues du monde et nos enfants avec. Donc voilà, je ne veux pas évidemment vous caricaturer, mais pourquoi vous vous êtes intéressé à une ouverture, à une dépénalisation des drogues, en partant de quel constat ? De la répression qui ne marche pas, ce que vous dites, la répression ne marche pas. Quel constat vous avez tiré en tant que politique pour trouver une autre voie ? Il y a 2 choses. Il y a la répression, la guerre à la drogue, telle qu'on la connaît depuis 70, elle ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'elle est même contre-fonctionnelle. C'est-à-dire que plus on réprime, moins on informe, plus on cache, et plus on laisse finalement se diffuser sans régulation aucune les questions de drogue. Ça, c'est vraiment la première chose. Et puis la deuxième, c'est que du coup, ça devient un marché international. Là, c'est ce que vous racontiez, hein. C'est-à-dire, en fait, c'est des accords entre cartels, pas du tout régulés par personne, et donc qui, finalement, s'installent exactement partout où ils veulent, sans aucune possibilité de contrôle, y compris sur sa propre santé. Les gens ne savent pas ce qu'ils prennent, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ils ne savent pas ce qu'ils prennent. Il n'y a pas, dans les campagnes, on pense toujours que c'est des trucs de grandes villes, que la cocaïne ou l'héroïne, c'est dans certains milieux. C'est pas vrai, hein, c'est pas vrai du tout. C'est vraiment actuellement, maintenant c'est diffusé par tous les lieux, par toutes les méthodes de Uber, on connaît, hein, c'est-à-dire et par Internet. Je ne vois pas du tout à ce stade comment on va pouvoir arrêter, sauf si on peut en tout cas juguler et contrôler, peut-être civiliser ces questions de drogue avec les gens eux-mêmes. Pas contre eux, avec eux. C'est-à-dire qu'on a fait d'un côté un pilier contre le narcotrafic qui a été fait l'année dernière. Au cas, on a fait une loi là-dessus. Bon, c'est un peu la énième loi, mais c'est pas grave. On a fait une et peut-être que ça va mieux marcher. Sauf que si on ne fait pas l'autre pilier, qui est celui vraiment de s'associer avec les usagers de drogue, de voir comment on peut les accompagner, comment on peut les soigner, mais comment aussi ils peuvent prendre leur vie, leur santé en main, eh ben, on ne pourra pas y arriver. C'est-à-dire, en fait, on se met devant une situation où on laisse plein champ, pleine liberté aux mafias internationales les plus puissantes. C'est tout. Et on laisse les gens mourir, surtout. On laisse les gens mourir. La réduction des risques, c'est pas juste... on donne un petit truc pour que les gens ne meurent pas et on leur donne un café chaud. C'est vraiment aussi réinscrire la santé des gens au centre des choses et leur possibilité de se sortir
ou de vivre avec, ou d'en sortir, ou de faire autrement. Il y a beaucoup de solutions aussi de quand quelqu'un est accro après, où il va être dans la substitution, c'est pas le cas avec la cocaïne, où il va trouver d'autres substitutions qui peuvent être pas médicamenteuses, mais en tout cas qui leur permettent de vivre. Si on ne le fait pas, en fait, on se coupe les bras et les jambes pour des années. Et nos jeunes, on les laisse mourir. C'est ça, en fait. Donc, cette loi, cette proposition de loi, elle dit, sur le modèle du Portugal, associons les gens, accompagnons-les. Déjà, on arrivera à une pacification et on arrivera surtout aussi à faire de la prévention des plus jeunes. Si on ne fait pas ça, on ne peut même pas faire de prévention. Et il y a une autre proposition là, dont vous n'avez pas mentionné, qui est une sur la légalisation du cannabis. Je dis bien du cannabis, parce qu'il y a aussi le sujet qui est quand même la plus grosse pour le coup. Là, vous parliez tout à l'heure en termes de chiffre d'affaires, la cocaïne passe devant, mais en termes de volume, c'est vraiment le cannabis. Et là, si on pouvait légaliser pour couper court aussi à juste une économie qui est de plus en plus influente et sur laquelle on ne peut pas agir, ça permettrait de pouvoir aussi agir d'un point de vue économique. Et je pense que c'est encore le moment, faisons-le. Alors, pour poursuivre le débat, je vais retrouver juste Mathilde Moreau qui va nous redonner quelques chiffres. Bonsoir Mathilde. Donc, vous avez décortiqué pour nous les chiffres du jour, donc avec cette augmentation quand même non-stop de toutes les drogues. Donc, on est exactement dans ce qu'on disait. Ça fait des décennies qu'en tout cas, la répression ne donne pas les résultats escomptés. Et puis donc, cette cocaïne qui dépasse le cannabis en valeur, vous allez nous expliquer. Oui, exactement. On va voir tout d'abord ces chiffres pour l'ensemble des drogues en tonnes. Eh bien, on voit la multiplication par 3 de la consommation de cocaïne depuis 14 ans. On est à 47 tonnes environ par an de cocaïne consommée en France. Pour le cannabis, là, ça touche un public un peu moins jeune, mais on a tout de même une multiplication par 2 de la consommation de cannabis. Et on le voit, ce volume, 397 tonnes par an environ, selon l'Observatoire français des drogues. Et puis, cela touche toute catégorie de drogues, même les drogues de synthèse, multiplication même par 6 depuis 2010. Et on l'a dit, donc cette augmentation, elle suit également une augmentation en termes d'argent, de monétisation. Le chiffre d'affaires en 2010, regardez, de la cocaïne et du cannabis. On le voit, la cocaïne est en dessous du cannabis, mais on est quand même sur des valeurs à plus d'1 milliard pour le cannabis. Et regardez, aujourd'hui, ces chiffres, une augmentation tout d'abord du chiffre d'affaires du cannabis, on est près des 3 milliards tout de même de chiffre d'affaires, et puis cette augmentation, même ce dépassement pour le chiffre d'affaires de la cocaïne en France à plus de 3 milliards de chiffre d'affaires pour la cocaïne. 3 milliards 100, cocaïne, 2 milliards 7 pour le cannabis. Okay. Tout à fait, et on voit c'est largement au-dessus par rapport aux autres drogues, notamment les drogues de synthèse. Alors, on s'est posé la question, Mathilde, on a cherché, et on va en parler avec nos invités, quel pays, alors dans le monde, beaucoup en Amérique du Sud où ils ont légalisé carrément la cocaïne ou dépénalisé la cocaïne, mais plus près de chez nous en Europe, on s'est demandé quels sont les pays qui ont dépénalisé la cocaïne. Ça a été un travail compliqué toute l'après-midi parce qu'il y a plein de formules un petit peu différentes, c'est pas très net. Mais en fait, beaucoup de pays essayent des approches un peu plus ouvertes, on va dire. Exactement. En fait, ce que l'on va voir, on a un pays où c'est un peu plus clair. C'est le Portugal où on parle de décriminalisation des drogues. Toutes les drogues depuis 2001 sont décriminalisées. Comprendre par là que lorsqu'on possède une petite quantité ou lorsqu'on consomme une petite quantité et qu'on est contrôlé à ce moment-là, eh bien, on sera plutôt orienté vers des soins thérapeutiques plutôt qu'une lourde sanction pénale. Même pour de la cocaïne ou de l'héroïne. Exactement. On ira voir un reportage au Portugal tout à l'heure. Ensuite, on a plusieurs pays comme la Suisse et l'Espagne où là, c'est interdit, c'est sanctionné, mais on n'est pas sur des sanctions pénales lourdes, mais plutôt des sanctions administratives, donc plus légères, une amende notamment lorsqu'on est en possession de petites quantités de cocaïne. Et puis enfin, on a des interrogations sur d'autres pays. En effet, l'Allemagne, la République tchèque, l'Italie. Dans les faits, dans la loi, ça reste interdit. Il y a sanction, même en possession de petites quantités. Mais ce que l'on a pu trouver en cherchant cet après-midi, c'est que lorsqu'on est en possession de toutes petites quantités, il semblerait, comme dans les cas pratiques, il y ait une certaine tolérance. On est dans ce qu'on appelle l'usage personnel. Exactement, dans l'usage personnel, même si, on le rappelle, dans la loi, ça reste tout de même interdit.
Merci Mathilde pour toutes ces précisions. Je vais retourner voir mes invités. Effectivement, on vous le disait, on vous le confiait avec Mathilde, on a cherché toute l'après-midi et c'est très compliqué parce qu'il y a plein de pays dont on a entendu parler, même les pays baltes, alors parfois la Grèce, un coup oui, un coup non. On voit que la Grèce a dépénalisé en 2011, puis peut-être est un petit peu revenu dessus. On sent qu'il y a plein de pays où les règles ne sont pas très claires, mais où on tâtonne. En tout cas, personne n'a réussi avec la répression à réguler quoi que ce soit. Nous, on est les champions du monde de la consommation de cannabis, notamment chez les jeunes, et on est les plus répressifs. On a 80%, c'est quand même important, 80% des infractions liées aux stupéfiants, c'est des usagers simples. Bon, le résultat, on a le plus grand nombre, et c'est tout. Il ne se passe rien. Donc vous voyez... Tu vois, Anne, si je peux rebondir en plus sur le cannabis, médicalement parlant, il y a toujours quelque chose de très gênant, parce que l'enjeu, c'est-à-dire vraiment les dommages, les risques de ce cannabis, c'est essentiellement s'il est pris précocement, c'est-à-dire tôt dans l'âge du développement cérébral. On n'arrive pas en France... C'est des adolescents, par exemple. Exactement. Voilà. On n'arrive pas en France vraiment à diviser les réflexions, voire même les actions, sur le cannabis à l'âge adulte et le cannabis à l'âge de l'adolescence, pour faire simple. Les dégâts ne sont absolument pas les mêmes. Et si on avait quelque chose, si tu as ciblé, c'est pas sur la majorité des adultes, c'est sur comment on peut mieux protéger les enfants. Et c'est là où on voit l'énorme bascule et l'insuffisance de deux périodes quasiment à plus de 50 ans d'intervalle. Les années 68-70 qui sont très décriées, c'était « il est interdit d'interdire » et maintenant chez nous, c'est « il suffit d'interdire ». Or, on est en démocratie et pour être un peu cash, il suffit d'interdire, ça peut marcher en dictature. En démocratie, c'est compliqué. Donc, si on ne veut pas vivre en dictature pour être efficace, parce que je crois qu'il y a un certain nombre d'inconvénients que les personnes qui voyagent peu, si j'ose dire, ne mesurent pas à l'heure actuelle. Il faut qu'on apprenne à vivre avec les drogues. Ça ne veut pas dire qu'on pense que les drogues soient bonnes. C'est vivre avec les drogues pour en réduire les risques et les dommages et comment retarder l'âge des premiers usages, voire des premiers abus. On peut faire tout ça si on a les budgets et si le ministère de la Santé existe et pas en 18e position, comme je le dis là souvent, la 5e roue du brancard, si on a une mission interministérielle qui est renforcée ou quelque chose qui puisse agir. Mais à l'heure actuelle, le problème de santé publique, c'est ce dont on parle, et d'économie aussi forcément. Pour les drogues légales, c'est Bercy qui dit ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas pour l'alcool et le tabac. Et puis, pour les drogues illégales, c'est l'intérieur qui dit ce qu'il faut faire. Où est le ministère de la Santé dans l'histoire ? Encore une fois, 5e roue du brancard. Donc, je veux bien qu'on parle de la santé des jeunes, mais que ça soit par des personnes qui connaissent les problèmes de santé. Et on va revenir sur le coût pour la société, juste pour qu'on informe nos téléspectateurs dans tout le spectre, et j'aurai votre réaction là-dessus, Frédéric. On va repartir au point de départ, on va repartir justement en Amérique du Sud, on va aller en Colombie, notre grand reporter Dorothée Olieri qui était il y a quelques mois, et vous allez voir à quel point la cocaïne est évidemment cultivée là-bas par de simples fermiers pour qui c'est la seule possibilité de subvenir à leurs besoins et à leur famille, de gagner de l'argent. Et puis on va voir aussi ce qu'a demandé quasiment le président colombien. On regarde d'abord l'extrait du reportage de Dorothée Olieri dans les forêts colombiennes. Ce paysan a hésité à nous montrer son laboratoire clandestin. Il a annulé 2 fois notre rendez-vous. On y est. Il a peur d'être vu avec des étrangers et dénoncé. Des laboratoires comme celui-là, il y en a des centaines dans la région. C'est ici que commence la fabrication de ce qui deviendra de la cocaïne. Tout est artisanal, rudimentaire. C'est illégal. Si on se fait prendre, on va direct en prison. Et je sais bien qu'on fait du mal à l'humanité.
aux jeunes. Mais je n'ai pas le choix. Ça rapporte tout juste de quoi nourrir ma famille. Il doit acheter les feuilles de coca, payer ses ouvriers. À la fin du mois, il reste à ce producteur environ 300 €, soit le salaire minimum en Colombie. Frédéric Saliba, vous connaissez bien la Colombie, vous y avez été plusieurs fois. 300 €, c'est les revenus de la coca de cet agriculteur. Bon, c'est vraiment pas énorme. Et quand on voit les profits monstres que génère le trafic de drogue, ils ne vont pas dans la poche de ce fermier-là. Clairement. On est en fait dans une forme de néolibéralisme fou furieux. En fait, on traite toujours le problème de la drogue et de l'économie de la drogue de manière isolée par rapport aux autres secteurs. On le voit bien, les consommateurs, en fait, ce sont nous, en fait, nos enfants, les jeunes, voire même des ouvriers Et puis, les producteurs, donc c'est de l'autre côté de la planète. Et il y a une exploitation comme ça de pauvres paysans. La coca est quand même une plante historique en Colombie, qui est une plante même médicinale, hein, qui est utilisée, mais qui est transformée dans ces laboratoires avec des produits chimiques très forts et qui suit une chaîne jusqu'à en fait le territoire français. Et là, je vous dis, ça se multiplie, c'est-à-dire qu'il y a des gains absolument faramineux, mais surtout 80% de la cocaïne passe par les mers et notamment les containers. Il est évident que si on a une économie de marché globalisée et que vous voulez votre t-shirt en 3 jours sur Amazon, on ne peut pas contrôler tous les containers d'un port. Et d'ailleurs, en fait, moi, les chiffres que j'ai, c'est autour de 4% des containers qui sont contrôlés par les autorités. Donc ça veut quand même dire 96% pas contrôlés. Passe. Et c'est ce qui explique ce tsunami blanc dont on parle. C'est-à-dire qu'il y a Moi, je vais vous dire, je suis très inquiet parce qu'en fait, j'ai passé 15 ans au Mexique, j'ai suivi le drame mexicain. Le gouvernement mexicain, en fait, est allé dans une politique toute répressive. Ils ont sorti l'armée, ils les ont mis dans les rues, 50 000 militaires. Le conflit s'est embrasé. En fait, les cartels de la drogue se sont armés en retour. Et donc, aujourd'hui, vous avez à peu près 450 000 morts en 20 ans. On parle de 20 à 30 000 homicides par an. D'accord ? En France, on est autour d'une centaine. Liés au narcotrafic. Vous voyez ? 450 000 morts. Morts en 20 ans. En 20 ans, et c'est surtout la guerre de la drogue au Mexique. Voilà. 20 000 à peu près par an, un peu plus de 20 000, par rapport à un pays qui est seulement 2 fois plus grand en termes de population que la France. Donc, vous imaginez, on n'est pas du tout dans le même rapport en France. Il est encore temps d'agir en France. Mais moi, je suis très préoccupé. Ça fait 3 ans que je suis rentré. Et depuis que je suis rentré, je vois un gouvernement qui fonce sur le tout répressif avec des annonces, on démantèle des points de deal, etc. Mais en fait, la drogue continue d'arriver. Il y a donc comme ça des réunions ministérielles et comme vous le disiez, pas de ministre de la Santé, pas de ministre de l'Éducation, pas de ministre de la Ville. Waouh ! Donc juste intérieur et justice, vous voyez, donc il y a un focus, alors qu'en fait, on sait très bien qu'on est face à une hydre, c'est-à-dire que vous coupez des têtes, il y en a tout de suite qui reviennent. Pourquoi ? Parce que c'est un système, et c'est un système globalisé, en fait, qui profite de toutes les failles de l'État. Dès que l'État a moi je l'ai bien connu au Mexique, parce qu'au Mexique, en fait, il y a eu un manque de légitimité, qui peut rappeler le manque de légitimité de certains hommes politiques français, vous voyez, et face à ce manque de légitimité d'un président qui s'appelle Felipe Calderón, en 2006, il déploie l'armée. Vous voyez, il lance la guerre contre les cartels de la drogue, parce qu'en plus, la nébuleuse du narcotrafic, encore une fois, n'est pas définie. On parle toujours de Pablo Escobar, d'El Chapo Guzman, mais attention, les cartels, c'est pas ça. Il faut faire attention à la manipulation par rapport. Et je partage complètement votre avis sur le manque d'information. Si déjà on informait les consommateurs, parce qu'en France, on a une chance, c'est que les consommateurs sont éduqués. Vous voyez, en Amérique latine, on est face à des populations, c'est un peu différent. On est face à un capitalisme fou furieux, un désenchantement du monde qu'on vit aussi, et une matérialisation qu'on peut voir par rapport à ces petits jeunes, ces jobbers qui vont presque tuer quelqu'un pour acheter des baskets ou avoir une identité vis-à-vis d'objets, etc. C'est un reflet de notre société. Et donc, en fait, lever le voile obligerait d'un grand débat qui, à mon avis, se limiterait pas qu'à une légalisation du cannabis, mais un vrai débat sur qu'est-ce que représentent les drogues. Parce que là, on parle de la cocaïne qui est une drogue de performance. C'est-à-dire, c'est très différent du cannabis, qui est plutôt une drogue qui endort, comme les opioïdes, par exemple. L'héroïne est une drogue qui relaxe, qui endort. La cocaïne, non, excite, en fait. Et qu'est-ce qu'on est ? On est face, en fait, à des sociétés où on doit être un bon travailleur, un bon cadre, un bon père, un bon amant. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est là où la drogue rentre en jeu. Et même pour la fête, alors oui, elle est festive, la cocaïne, mais attention, elle est festive aussi parce que les gens ont besoin de se changer les idées. Et ça, à mon avis, la grande erreur du gouvernement, c'est de ne pas ouvrir ce grand débat national par rapport, et à mon avis, on connaît tous
des gens qui se droguent dans notre environnement, vous voyez. Donc on est directement concerné. On va pas justement, mais juste pour continuer sur l'hypocrisie, je vous fais réagir tous les trois, pour sortir de la Colombie. Mais en Colombie, le président colombien Gustavo Petro il appelle à la légalisation de la cocaïne partout dans le monde. Est-ce que c'est parce qu'il y a une hypocrisie, là encore, sur le fait que il y a des producteurs. Le producteur qu'on a vu là avec ses feuilles de coca, c'est le même qui produit des feuilles de tabac. Et le tabac est légalisé dans le monde. Il y a des intermédiaires qui se font de l'argent, mais peut-être pas à ce point-là. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie ? Et c'est ce que dit le président colombien. Il y a une hypocrisie des deux côtés. C'est-à-dire qu'en Colombie, il y a un problème par rapport justement à ces guérillas qui ont été comme ça avec un plan de paix. On les a laissés un petit peu faire un peu ce qu'ils voulaient. Et ils sont devenus aussi des cartels de la drogue. Donc il y a aussi une hypocrisie de ce côté-là. Mais en effet, le président colombien n'a pas complètement tort. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait vivre en fait les cartels de la drogue ? C'est pour ça que c'est très différent du terrorisme. C'est l'argent. En fait, on parle, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Bien. Et l'argent, ça veut dire aussi lutter contre le blanchiment, c'est-à-dire légaliser, ça veut dire aussi sortir de l'ombre des financements énormes. Et on sait très bien qu'il y a un tabou par rapport au blanchiment. Moi, j'ai des enquêtes que j'ai faites où on s'aperçoit que c'est les mêmes cabinets conseils qui s'occupent bien sûr des narcotrafiquants et de leur argent, mais aussi de la fraude fiscale, de l'évasion fiscale ou de la corruption politique. Et là, il y a un tabou du côté de nos dirigeants. William, pardon, oui, si vous voulez y aller, Anne, une petite anecdote. Allez-y, évidemment. Honneur aux dames, allez-y, Anne, et puis après la question clé, c'est vraiment la question de la régulation. Est-ce qu'on peut ou pas réguler et à quel niveau ? Et si on ne peut pas réguler dans l'interdit, alors jusqu'à... C'est mon fils, pardon. Si on ne peut pas réguler par l'interdit, il faut impérativement arriver à réguler par des formes soit de dépénalisation, soit de légalisation. Soit, vous savez, ce qui se passe par exemple là, moi j'ai fait une mission il n'y a pas longtemps sur les opioïdes, sur l'arrivée des opioïdes en France. Qu'est-ce qu'on voyait ? On voyait que quand on arrive à démanteler des réseaux, c'est souvent par les usagers eux-mêmes. Par exemple, la dernière fois, c'était l'halte soins addiction de Strasbourg, qui a pu voir par des usagers eux-mêmes, et parce qu'ils ont fait du testing, le fait qu'il y avait un réseau qui mettait du fentanyl dans la cocaïne, qui le mélangeait et qui tuait des gens, en fait. Et donc, mais en fait, c'était vraiment, ça a été une régulation en associant les usagers eux-mêmes avec les professionnels de santé, et on a pu défaire un réseau. Si on ne fait pas cette action-là, si on ne réfléchit pas en termes d'action coordonnée, en termes de prévention, en termes de réduction des risques, si on ne fabrique pas quelque chose de coordonné, et si, à un moment donné, la question... mais évidemment, la question de la légalisation du cannabis, elle se pose. On a tous écrit des dizaines que personne de ne lit, rapports. que personne ne lit. Il y a des mais tonnes de peut-être rapports. Qu'on va finir par y arriver. Des rapports pour dire quoi ? Pour dire qu'il fallait changer d'approche ? Éventuellement, ce qu'on peut faire pour réduire les risques, pour limiter la casse, étudier les différents modèles de légalisation, de dépénalisation. Le nombre de morts va faire qu'on va arriver à quelque chose. Et c'est pour ça qu'à la limite, que tout le monde un peu réalise l'importance du marché de cocaïne d'un point de vue économique, pas d'un point de vue sanitaire. On aurait pu parler de 10 overdoses de cocaïne ou d'accidents vasculaires cérébraux, on ne serait pas là ce soir. Donc c'est intéressant de voir que le trigger finalement déclencheur, c'est l'économie. La coke, c'est plus important que le cannabis. Et là, on se dit depuis 20 ans, et Madame la sénatrice le sait bien, on a tous tout dit, je pense, sur le sujet des difficultés. Vous prenez l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil économique et social, dernièrement la Cour des comptes qui a fait un rapport remarquable sur la jeunesse avec une partie addiction. Et on se demande finalement qui lit ces rapports et ce qui en est fait, parce qu'après ça se résume, et je veux finir juste là-dessus, par une stature morale qui est devenue immorale dans ses résultats. La morale est devenue immorale. Il faut lutter contre la drogue pour protéger la jeunesse. Voilà à peu près le résumé d'une stratégie. Parce que le résultat, ça ne marche pas. Et de cette façon-là, ça ne marche pas. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas marché, j'ai presque fini, excusez-moi, tant qu'on n'aura pas marché sur nos quatre pattes, pardon de le dire de façon un peu animalière, c'est-à-dire répression, à condition qu'elle soit efficace et ciblée, encore une fois, pas pour faire du chiffre qui ne change rien, comme ça a été dit.
Information, prévention, c'est incroyable qu'avec tous les moyens, comme pour la sécurité routière, un bandeau qui dit chaque point où on en est, ce qu'il y a comme souci, qu'on se tienne au courant. On a l'OFDT, justement, qui est un observatoire génial. La réduction des risques, les gens ne comprennent pas. Ils disent c'est juste, en fait, des salles de shoot, voyez. On n'a pas compris que c'était peut-être une des armes. Au temps du sida, c'était une évidence, mais les plus efficaces que de remettre en vente libre le matériel d'injection, plutôt que des grands discours. Et enfin, le soin, où on en est, à la fois du nombre de lits d'addictologie, 20 ans que je demande qu'il y ait des urgences addictologiques dans ce pays, quand les parents ou les partenaires sont totalement paumés avec les problèmes neuropsychiatriques de la cocaïne et de l'alcool mélangé, que les gens pètent les plombs, ils vont pas aller aux urgences médicales, ils vont pas aller aux urgences psychiatriques. Bref, moi je pose la question à Madame la sénatrice parce que je la trouve extraordinairement courageuse et je leur remercie de son optimisme. Est-ce qu'on a des politiques qui lisent quelque chose ? Alors, Anne Souris, vous allez répondre juste parce que dans ce qu'on entendait, on voyait sur le Portugal, on a déjà passé dans cette émission des reportages sur le Portugal. On dit à nos téléspectateurs, le Portugal qui a donc dépénalisé toutes les drogues. Il y a une trentaine d'années, enfin 25 ans, ça marche. Le Portugal, ça a reculé. Hein. C'est alors, ça. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ça. C'est que si, effectivement, on a des politiques qui sont dans l'idéologie, d'une part, et quelquefois dans le manque de courage politique en plus. Mais c'est beaucoup dans le mensonge, parce que la vérité, c'est que la répression ne marche pas. Donc, c'est mentir de dire qu'il faut aller toujours plus. Mais on a quand même quelque chose qui se passe. Autour de nous, on a des pays qui arrivent à réguler, qui arrivent à faire des choses en termes de santé publique, en termes de diminution de consommation, en termes de calme et de pacification sur l'espace public. Alors, quand on arrive à ça, on peut se dire quand même que nous, on pourrait aussi y arriver. Et moi, je crois à un moment donné à ce modèle-là et au pragmatisme. Je crois au fait que mes contemporains politiques, à un moment donné, ils vont se dire... En fait, on a une 50aine de morts à Marseille en ce moment par an. Eh bien, il va falloir faire quelque chose parce que plus personne ne supporte ça. Et qu'on voit, personne n'y croit à Place Nette. Hein. Je veux dire, ça y est. Je veux dire, on a fait le tour. Place Nette, ça n'existe pas. Donc je pense que peut-être qu'on arrive un peu à un bout du bout. La cocaïne devient numéro 1. Eh bien... Prenons-le à bras-le-corps, c'est le moment. Peut-être qu'on est à minuit moins une, vous le dites, d'un point de vue aussi international sur les marchés. Eh bien, justement, n'attendons pas d'être minuit, faisons-le maintenant. Juste, je voulais vous remontrer un dernier reportage et que vous continuiez le débat après, parce que tout à l'heure, vous parliez justement, Frédéric, des containers. Seulement 4% des containers sont contrôlés, donc on voit bien que c'est pas possible de contrôler plus. On a un autre exemple, une de nos reporters, Saada Souban, il y a 15 jours, était justement en Guyane. Elle travaillait sur les mules, c'est-à-dire ces personnes qui, tout simplement, veulent prendre l'avion et puis transportent de la drogue sur eux. Et pareil, on va voir que les services de l'État essayent de lutter contre ça, mais que pareil, c'est une personne arrêtée pour combien qui passe. On regarde, vous allez voir, c'est assez sidérant comme reportage et vous me donnez votre avis juste après. Au moindre doute, les suspects sont menés dans ces préfabriqués à l'arrière de l'aéroport pour un interrogatoire poussé. Ce jeune homme sans emploi a déjà été condamné pour transport de cocaïne. L'enquêtrice tente de savoir pourquoi et avec quel argent il voyage. Montrez-moi le débit sur votre compte bancaire et la carte qui a servi au paiement, s'il vous plaît. Incapable de répondre, il est interdit de sortie du territoire. Vous êtes interdit de voyager pendant 5 jours ? Madame, mon billet, je l'ai payé cher. Est-ce que vous allez signer l'arrêté que je vous remets ? Moi, je ne modifie aucun billet, madame. J'ai rien sur moi, tu me dis. Tu viens d'être un film, moi. Sa colère n'y changera rien. Il ne prendra pas l'avion ce soir. Pour être transporté, la cocaïne est dissimulée sous toutes ses formes. De la cocaïne en poudre sous forme d'ovules, destinée à être ingérée, transportée à l'intérieur du corps d'une personne. Ici, c'est de la cocaïne en poudre qui a été compactée sous forme de perles. Là, c'est déclaré huile de coco. Donc, pareil, vous mettez la cocaïne dans l'huile de coco et donc après, vous faites évaporer l'huile de coco. 1 kilo ici, à peu près, on l'estime à 4 000, 4 500 euros. En région parisienne, il est à 24 000 euros à peu près. Incités par ces sommes, les candidats pour servir de mule sont nombreux, comme ici, à l'ouest de Cayenne. On vit la vie, c'est pas facile, mais on est là, toujours là. Chicago, c'est le surnom donné à ce quartier gangréné par le trafic de drogue.
70% des habitants y sont sans emploi. Parmi les jeunes que nous rencontrons, plusieurs avouent avoir servi de mule. Mais un seul accepte d'en parler devant notre caméra. Tout le monde est dans ça, qui est devenu banal. Williams a ingéré des centaines de boulettes de cocaïne et affirme avoir fait 5 allers-retours entre Cayenne et Paris. J'ai déjà fait des 800 grammes dans le ventre. Pour 800 grammes, tu peux atteindre les 10 000 euros. Mais c'est pas de l'argent facile. On a différentes boulettes. Les boulettes de 8 qui sont là, ils sont gros comme ça. Moi, j'avais mal à la gorge. Mais vraiment des bonnes douleurs de gorge, ça rigole pas. C'est limite comme si j'ai un tuyau qui est passé, qui m'a défoncé la gorge, madame. C'était comme ça. Et c'était un risque important à vie aussi. C'est pas un jeu, tu vois. Frédéric, on le voyait dans le reportage, donc la cocaïne, elle passe. Alors là, les personnes l'ingèrent, se la mettent dans le ventre pour passer dans les avions, sinon c'est dans l'huile de coco, dans plein de produits. C'est un petit peu, effectivement, votre constat, c'est que c'est inarrêtable. C'est pas inarrêtable, mais c'est vrai qu'on est face quand même à un défi qui est assez impressionnant. D'abord, techniquement aujourd'hui, les chimistes, alors nous on parle de cuisiniers, los cocineros, c'est des chimistes en fait qui travaillent pour les cartels de la drogue, sont capables de liquéfier la cocaïne, d'imbiber par exemple des vêtements, d'envoyer des containers et puis de séparer. Alors par exemple, il y avait un cas avec de la cocaïne avec du sucre. Et une fois sur le territoire français, on sépare la cocaïne du sucre. Mais pour ça, il faut en fait avoir des chimistes très expérimentés, et ils les ont. Donc les moyens sont énormes. Parler des mules, par exemple, imaginez un vol où il y a 30 mules, on en arrête 3, il y en a 27 qui passent. Voilà. Il peut y avoir des cas comme ça. Mais bien sûr, il y a des accords. Oui, c'est pas juste un passager comme ça. Ah non, c'est le... Oui, ce que je vous raconte, du volume. Des containers se passe... Alors les mules, encore, c'est minoritaire parce que les quantités sont relatives, mais on peut passer des tonnes de cocaïne et il y a des saisies qui sont... Vous verrez chaque année, regardez les chiffres, c'est impressionnant, ça double en fait. Et là, on est dans une forme d'explosion. Et moi, ce qui m'inquiète... 100 containers, il y en a 4 qui se feront contrôler et prendre par la police. Il y a toujours 96 qui passent. Ce que je veux dire, c'est que pour les narcotrafiquants, oui, voilà. La perte est amortie par les cartels. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que la perte fait partie. C'est les saisies qu'on dit record. En fait, les cartels se préparent. Ils ont toujours, en fait, quelque part, un sacré jeu de jambes. Et ils sont toujours en avance, qui, moi, m'inquiète beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il y a un deuxième tsunami qui est en train d'arriver, qui sont les drogues de synthèse, où on parlait donc de cannabis et de cocaïne qui sont à la base de plantes, de la coca et donc le cannabis, qui sont donc des plantes naturelles. Pareil pour l'opium ou l'héroïne à partir du pavot, alors que là, non. Là, on parle de drogues de synthèse qui sont faites en laboratoire par rapport à des molécules, des précurseurs qui viennent d'Asie et qui sont cuisinés, comme je vous disais, sur le territoire et qui sont, en fait, de plus en plus cuisinés sur le territoire européen directement et qui ensuite circulent. Et ces drogues-là, sont très très fortes, beaucoup plus fortes que ce que nous on a pu connaître, vous voyez. Ah et oui. puis surtout très addictives, vous voyez. Donc en fait, nous on se réfère et c'est à mon avis très intéressant de débattre de la légalisation, etc. Mais à mon avis, il faut être dans le mouvement face à des organisations qui sont encore des multinationales, qui défient les frontières. Or, on fait des lois nationales. Alors moi, je me mets à la place des gens que j'ai plutôt interviewés en Amérique latine. Ils doivent bien rigoler, entre guillemets, parce que l'inertie, en fait, de l'État et l'inertie de voter une loi et de passer... Alors, très bien qu'on en parle, mais eux, ils sont déjà à la deuxième étape, vous voyez. Et donc, cette histoire de nitazène et d'opioïdes de synthèse, s'ils ne rentrent pas par rapport aux informations qu'on a, c'est qu'en fait, les cartels de la drogue bloquent l'entrée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez une dépendance très forte et surtout, vos consommateurs meurent d'overdose. Ce qui se passe, il y a une véritable épidémie aux États-Unis avec à peu près 70 000 morts par an, opioïdes, bien sûr, qui sont liés au fentanyl, à cet opioïde de synthèse. Et donc, c'est un enjeu énorme. Cela dit, les rentabilités sont tellement énormes qu'ils le font quand même. Le mot de la fin, juste parce que, est-ce qu'il y a à nouveau une hypocrisie ? Je voyais le coût des différents stupéfiants, le coût du tabac en France, ce qui coûte à la société française en termes de morts, de traitements, voilà. C'est le tabac, 156 milliards d'euros. L'alcool, 102 milliards. Énorme hypocrisie sur l'alcool, les morts sur les réseaux. Et la drogue, les drogues illicites coûtent presque 8 milliards à la société française. Vous savez, sur cette hypocrisie-là. C'est un débat et un combat de civilisation. Si on veut s'en sortir, c'est-à-dire vraiment arriver à retrouver de la santé dans notre société, il va falloir faire en sorte de regarder toutes les drogues comme des drogues, vin compris, parce qu'on a un petit problème avec le vin, comme on a des dont je parlais, hypocrisie. Donc voilà, donc il va falloir le regarder intégralement et travailler dès maintenant avec les usagers. Je le redis, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire regarder cette économie en face, ça veut dire faire de l'accompagnement où ça se passe, ça veut dire aussi
que quand on fait de la répression, on le fait avec les usagers, pas en les culpabilisant. Si on fait ça, on n'arrive à rien du tout. On va juste arriver à pire encore, y compris dans les prisons d'ailleurs, hein, parce qu'on parle beaucoup des prisons en ce moment. Réduction des risques, vous avez quand même 6 à 10 fois plus de gens à la fois qui sont usagers de drogue que dans la société normale et qui a le VIH. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on a une situation sanitaire absolument explosive aussi dans les endroits les plus pauvres et les plus précarisés. William, le mot de la fin, il nous reste très peu de temps. On a vu des exemples dans des pays, notamment les États-Unis, des drogues, là, en l'occurrence plus le cannabis que la cocaïne, mais qui sont en vente libre, mais l'État récupère de l'argent, des taxes dessus, les réseaux de distribution sont clairs, légaux. Est-ce que ça pourrait marcher ? Parce que ça peut financer la prise en charge médicale dont vous parliez tout à l'heure. Exactement. Financer la prévention, le soin, 2,7 milliards ou 3 milliards, il serait vraiment bienvenu pour que la dictologie ne soit pas abandonnée comme elle l'est progressivement, même si le dernier plan national addiction, et permettez-moi de finir là-dessus, date d'avril 2006, grâce à Jacques Chirac qui l'avait inclus dans le plan ça fait 20 cancer. ans qu'on n'a pas... Ça fait 20 ans qu'on fait des débats, qu'on fait des rapports, mais je pense que si on veut bien que, encore une fois, la morale arrête d'être immorale, il faut adapter notre plan national addiction. On a parlé de la cocaïne, on devrait parler du protoxyde d'azote, des drogues de synthèse, etc., pour lesquelles, encore une fois, on se demande parfois, est-ce que nos politiques ont eu l'extrême gentillesse de lire parfois des travaux de plusieurs années, ou est-ce que c'est le conseiller qui a filé une fiche en disant « Tiens, ça, c'est bon pour voter » et surtout, ne dis pas le contraire. Il ne faut pas déprimer, on a des solutions. Hein, alors, on a des solutions. On en reparlera sur ce plateau. On déborde un petit peu. Voilà, merci à tous les trois pour ce débat, évidemment polémique, mais passionnant. 22h.